Bienvenue à toutes et à tous pour ce Facebook Live sur la petite enfance à l'épreuve du Covid et ses impacts sur le quotidien. Depuis plus d'un an, la pandémie impacte nos enfants dans leurs habitudes de vie, et ceci dès leur plus jeune âge. Des masques, des adultes masqués à la crèche, et cela est très, très difficile pour des enfants qui arrivent à la crèche et qui font leur, adaptation et qui ne voient que des personnes masquées en permanence. Donc ça, c'est à la crèche, à la maternelle. Toutes les réunions de famille amicales sont interdites. Les activités périscolaires sont suspendues. Il faut vraiment se rendre compte de ce que nos enfants, nos jeunes enfants vivent au quotidien durant cette crise sanitaire. Alors, il y a bien sûr les jeunes enfants, les enfants, et il y a aussi les familles, les parents. On a pu se rendre compte de la charge émotionnelle, la charge mentale que subissaient aussi ces parents pendant cette période très difficile pour tous, et nous en sommes parfaitement conscients. Actuellement, nous sommes en période, bien sûr, de très aiguë de confinement, et donc toutes les crèches du 17e sont fermées, tous les établissements de petite enfance sont fermés, les écoles maternelles aussi. Nous avons juste, je crois, 4 écoles qui sont ouvertes, et nous avons 2 crèches qu'on appelle Covid, qui sont ouvertes et qui sont réservées vraiment aux parents qui exercent un métier jugé indispensable pour la gestion de la pandémie. Donc ça a été très très difficile. Nous avons juste 2 crèches, ce qui est déjà pas mal. Une crèche qui accepte 57 enfants, et une autre crèche qui accepte aussi à peu près une trentaine d'enfants. Plus, nous avons obtenu que les crèches familiales soient ouvertes, donc les assistantes maternelles accueillent les enfants chez elles, mais bien sûr avec des normes extrêmement précises que je vous détaillerai, si vous voulez bien, tout à l'heure. Je vais vous présenter en premier lieu déjà les intervenantes que nous avons l'honneur d'accueillir ce soir. Tout d'abord, à ma droite, Nathalie Casso-Vicarini, qui est fondatrice et déléguée générale de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance et conseillère internationale en éducation et développement de la petite enfance. Voilà, depuis plus de 30 ans. Ça ne se voit pas, mais ça fait plus de 30 ans. Voilà. Elle identifie les initiatives innovantes et prometteuses pour promouvoir le développement du jeune enfant à la lumière des plus récents et pertinents éclairages internationaux. Donc, c'est du benchmarking en permanence, je crois, en neurosciences, pédagogie et psychologie. Nathalie accompagne les institutions, les acteurs, les influenceurs et les financeurs de la politique familiale dans leur mission. Alors, elle est juriste en droit social. Elle a tellement de casquettes. Elle est juriste en droit social. Elle est éducatrice de jeunes enfants et universitaire. Elle est membre du comité de perfectionnement du département de sciences de l'éducation de Paris-Ouest et soutient de nombreuses associations en protection de l'enfance et lutte contre les violences faites aux enfants. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, cette période a été vraiment terrible concernant les violences faites aux femmes et aux enfants. Et je suis par ailleurs sur une autre casquette adjointe à l'égalité femmes-hommes. Et donc, on a pu voir, et aussi adjointe au handicap, et donc on a pu voir ce que les familles pouvaient subir pendant cette période, et ce que les personnes violentes pouvaient. Voilà, c'est une période qui a engendré énormément de violence, beaucoup de précarité, et j'espère vraiment de tout cœur, et nous espérons tous et toutes, qu'on en sortira bientôt. Donc, je continue sur Nathalie, parce que c'est vraiment, elle a énormément de choses à son actif. En décembre 2017, elle a été nommée
coprésidente de la commission petite enfance, éradiquer la pauvreté des enfants, à la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. Nathalie est commissaire du parcours petite enfance et parentalité, qui décrypte les dernières connaissances sur le développement de l'enfant dans toutes ses dimensions, ainsi que les principales préventions et vigilances. Elle est traduite en plusieurs langues à destination de tous les publics. Par ailleurs, elle coanime les travaux de mise en œuvre du plan pauvreté sur le sujet de la formation des professionnels de la petite enfance et fait partie du comité des 1000 jours, et j'ai le livre là, du comité des 1000 premiers jours auprès du président de la République française, bien sûr, co-rédactrice du rapport et des propositions, coordonnant les sujets de congés parentaux et d'accompagnement des professionnels de l'enfance. Elle a en outre été récemment décorée chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Elle ne l'arbore pas ce soir, mais c'est un fait. Si, je la vois pas. Ah oui, ça y est, elle est là-haut. Voilà. Voilà notre mère qui arrive. J'étais en train de présenter Nathalie Casso-Vicarini. Vous pouvez donc y aller. J'introduirai après Madame Isabelle Filiosa. Bonsoir. Chère Aline, bonsoir à tous. Je suis très, très heureux de vous retrouver pour cette magnifique conférence qu'on organise sur un sujet extrêmement important d'actualité. C'est les conséquences du Covid sur nos enfants. Et je suis très heureux qu'on puisse organiser ça, chère Aline, avec Nathalie. Qui a été présentée, donc je ne vais pas revenir dessus, et avec Isabelle, que je ne connais pas, Filiosa, qui est psychothérapeute, et qui pourra ainsi déjà vous donner un petit peu son point de vue, et puis d'échanger, puisque c'est l'occasion avec Facebook Live d'interagir. Donc je sais que vous êtes très nombreux en ligne. Ne saturez pas la petite remarque, la partie commentaire, pour qu'on puisse voir les questions et qu'on puisse y répondre. Voilà, on a souhaité innover avec Aline, parce qu'on pense que à l'occasion de cette crise sanitaire, il y a des sujets qui peuvent pas être complètement écartés. À un moment donné, on doit les évoquer, on doit vous donner la possibilité aussi de poser vos questions sur des sujets qui touchent votre quotidien, qui touchent, je dirais, des choses qui vous sont très chères, hein, les enfants, et les conséquences d'un certain nombre de dispositions qui ont été prises depuis un an, qui ont changé nos vies, ont changé nos usages, ont changé notre quotidien, et qui ont des répercussions psychologiques sur nos enfants. Donc moi, je ne suis pas un expert, et on est ravis d'avoir deux experts avec la belle fondation Ensemble pour l'éducation. C'est bien ça, oui. Nathalie. Je suis vraiment heureux de retrouver, avec laquelle on refera d'autres événements, à n'en pas douter, chère Aline. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je ne pourrais pas rester toute la soirée, mais je vais rester quelques instants pour vous entendre et vous écouter. Merci, monsieur le maire. Alors, je vais continuer ma présentation. J'ai présenté Nathalie, et maintenant, je vais présenter Isabelle Filiosa. Alors, c'est aussi tout un programme. Donc, Isabelle Filiosa est psychothérapeute, écrivaine et formatrice, et également conférencière. Elle est l'auteure de plus d'une trentaine de livres, dont le best-seller « L'intelligence du cœur », au cœur des émotions de l'enfant. Et j'ai tout essayé, donc chez Jean-Claude Lattès et Marabout, traduit dans plus de 20 langues. Elle a créé Parents Plus, une collection pour les parents, ainsi que 3 collections chez Nathan pour aider nos enfants et nos ados au développement de leur intelligence émotionnelle. Et c'est un sujet dont on parle de plus en plus, hein, l'intelligence émotionnelle. Vous pourrez nous en dire un peu plus. C'est tellement nécessaire. J'espère. Voilà. Isabelle a animé pendant 30 ans, elle aussi, ça ne se voit pas, de nombreuses formations dans toutes sortes de secteurs, avant de créer l'EIREM, l'école des intelligences relationnelles et émotionnelles. Alors, au sein de cette structure, elle a formé pendant une dizaine d'années des coachs, des psychothérapeutes, et à l'approche qu'elle a développée, c'est-à-dire l'approche empathique intégrative.
vous nous expliquerez aussi peut-être tout à l'heure ce que ça veut dire exactement. On a une petite idée, mais voilà. Puis, suite à l'engouement suscité par ses livres dans le domaine de la parentalité, elle a créé les ateliers Filiosa pour aider les parents et les professionnels au quotidien, ainsi qu'une formation pour devenir coach en éducation et parentalité. C'est une figure phare. Hein, ce soir, on vous accueille avec des vedettes, je dirais, hein, de la parentalité positive en France. Elle a été nommée donc vice-présidente de la commission des 1000 premiers jours, dont je vous ai parlé tout à l'heure, initiée par le gouvernement, donc du président Macron, sous la présidence de Boris Cyrulnik. Voilà, j'ai présenté nos deux intervenantes de ce soir, et donc je vais peut-être donner la parole d'abord. C'est Nathalie? Ok, très bien. J'adresse un grand merci à Monsieur le maire Geoffroy Boulard et Madame Aline Bessis, élue en charge donc de la famille, de la petite enfance, du handicap et de l'égalité homme-femme. Et c'est aussi avec émotion, ça se voit pas là, mais pourtant c'est vrai, que je m'adresse aux parents, futurs parents, grands-parents, professionnels de l'accueil individuel et collectif et à toutes les familles à partir d'ici, la mairie du 17e, où petite fille, je venais retrouver mon grand-père, le général Cassot, qui était à l'époque maire du 17e. Habitant le quartier, je mesure combien l'arrondissement est attentif aux très nombreuses familles soutenant la parentalité et les actions de qualité. Je suis très heureuse qu'Isabelle, membre du conseil scientifique d'Ensemble pour l'éducation de la petite enfance, ait répondu à mon appel pour ensemble décrypter l'impact de la situation inouïe que nous vivons depuis 1 an et fournir des pistes solides pour accompagner le développement de nos enfants. Nous avons ensemble œuvré dans le comité, avec le comité Enfance et Covid, une ressource dont on vous parlera tout à l'heure, et le comité des 1000 jours. Alors, il y a plus d'1 an, nous avons peut-être participé à l'hyperconsommation, à la dilution des liens, à l'usage massif des écrans, à un excès de vitesse dans nos vies, du zapping, de l'hyperdéplacement. Et pour la plupart d'entre nous, nous n'avons connu ni les guerres, ni les privations, ni les épidémies, plutôt gâtés. Aujourd'hui, les contraintes de la situation nous semblent lourdes, comme les conséquences sur la vie de nos enfants, si les facteurs de risque sont plus importants que les facteurs de protection. Alors, nous tentons de nous réinventer entre des nouveaux repères, de l'isolement, parfois de la soumission, beaucoup d'incertitudes, de la résistance, des résiliences, des nouveaux rythmes, du télétravail, baisse des déplacements aussi, mais de la distanciation sociale et des nouveaux modes d'apprentissage. Cette catastrophe, comme le dit Boris Cyrulnik, rupture mais aussi tournant, nous amène à apprendre à accueillir nos émotions. Isabelle nous en parlera, à faire grandir notre libre arbitre, à travailler notre agilité mentale, à tisser des solidarités, à renforcer nos liens et de la sécurité affective avec nos enfants, à inventer peut-être des nouveaux rapports avec la nature dans notre quotidien. Nous faisons partie de notre environnement et ce lien permanent entre l'environnement et le développement est très très important. Peut-être on a appris aussi à lâcher sur l'accessoire pour se concentrer sur l'essentiel et à passer plus de temps avec nos enfants. Le Covid révèle aussi des besoins chez nos enfants et l'importance d'agir tôt dans leur développement. Par exemple, dès la naissance, le cerveau des bébés adore les nouvelles expériences qui créent des nouveaux circuits de neurones et répétés, ils se consolident et la mémoire se prépare ainsi aux apprentissages, à condition d'éviter la surstimulation et le stress. Et ça, on en parlera avec Isabelle. Il y a donc peut-être une fenêtre d'opportunité à faire des câlins, à passer plus de temps en famille, car le développement de l'enfant, c'est fascinant et les interactions, c'est la vie. Alors avec Isabelle, nous verrons comment équilibrer cette balance entre les facteurs de risque qui existent et les facteurs de protection. Isabelle, qu'as-tu à nous dire? Eh bien, tout d'abord, merci. Merci vraiment de nous avoir invités. C'est vraiment agréable de se sentir porté comme ça par une mairie. Je pense que la vie d'aujourd'hui
montre tout cet isolement dans lequel sont chaque famille, nécessite qu'on réinvente, comme vous le faites, les différentes façons de rentrer en contact les uns avec les autres. Et donc, qu'on se sente accompagné aussi par les pouvoirs publics, c'est forcément quelque chose d'extrêmement constructif. Donc, c'est vrai, on vit une situation totalement surréaliste. C'est difficile d'imaginer. Il y a un an, on ne se serait pas dit non. Enfin, on nous aurait dit non, non, c'est pas possible. Et puis si. Mais comme tu le soulignes, nous faisons partie d'une génération qui a été très choyée, qui n'a pas rencontré des grandes épidémies, qui n'a pas rencontré de guerre, qui n'a pas vécu des épreuves collectives. Là, nous sommes en train de traverser une épreuve collective étrange, d'un tout nouveau genre. Et du coup, il nous faut nous adapter. Alors bien sûr, on est attentif à nos enfants. Que vivent nos enfants? Comment ils peuvent vivre ça? Comment est-ce qu'on peut les aider à traverser tout ça? Comment chacun d'entre nous peut utiliser cette situation pour non pas seulement survivre, mais comme tu l'as souligné, l'utiliser pour se transformer. Et finalement, la vie ne nous apporte pas toujours ce qu'on attend d'elle. On attend beaucoup, beaucoup de choses de la vie. Mais finalement, est-ce que les milliards d'années d'évolution ont été là pour qu'on puisse s'acheter le nouveau smartphone? Est-ce que les milliards d'années d'évolution sont là juste pour que nous puissions avoir tel ou tel bonheur, tel ou tel... Non. On peut aussi se poser la question autrement. Qu'est-ce que la vie attend de nous? Qu'est-ce que moi je peux apporter à l'évolution? Là, dans le cours de l'évolution, je me retrouve à une situation où c'est la crise, c'est cette période étrange, c'est une période de basculement, c'est une période d'épreuve. Face à cette épreuve, quelles ressources à l'intérieur nous pouvons mobiliser pour non seulement la traverser, mais s'appuyer dessus de manière à grandir. Permettre à nos enfants de s'appuyer dessus aussi pour les faire grandir. Aujourd'hui, nous sommes, même si ça fait un an, on ne s'habitue pas vraiment. Et nos enfants souffrent, les parents souffrent, énormément de gens souffrent. Il y a aussi des gens qui trouvent ça absolument super, ceux qui ont la chance d'avoir un grand jardin, ceux qui ont la chance d'avoir ralenti leur rythme de vie. Pour certaines personnes, ça a été bénéfique, pour d'autres, c'est vraiment très difficile. Et donc ce soir, nous sommes là pour pouvoir répondre à vos questions de manière à ce que chacun d'entre nous puisse davantage utiliser cette période pour retrouver du sens à ce que nous vivons, permettre à nos enfants de trouver du sens. Ce monde est sans dessus-dessous, en fait, le monde d'avant est sans dessus-dessous. En ce moment, nous sommes dans une période intermédiaire. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons aujourd'hui mettre en place pour que dans le futur, tout cela prenne sens? Parfois, on peut être tenté dans la famille de maintenir les stratégies d'avant. On veut maintenir les mêmes horaires, on veut maintenir les mêmes rythmes, on veut maintenir, mais ça n'a pas de sens de vouloir maintenir ce qui s'est passé avant, puisqu'on n'est plus avant. Nous avons à regarder de quoi nos enfants ont besoin maintenant et construire ce dont ils ont besoin maintenant de manière à ce qu'ils puissent ensuite, dès qu'on passera dans une nouvelle phase de la vie sur Terre, ils seront équipés des meilleures ressources. Donc, ce à quoi nous allons nous attacher ce soir, c'est non seulement à répondre à vos questions, mais à travers ces questions aussi, vous apporter différentes idées pour que petit à petit, vous puissiez mettre suffisamment de facteurs de protection en face de tous ces facteurs de risque qui nous impressionnent tellement tout autour de nous. Isabelle, on va être dans cette balance en permanence. Face aux facteurs de risque, on va outiller les parents et chercher les facteurs de protection pour nos enfants. On a une première question, il y a pas mal de questions qui arrivent. Comment expliquer cette situation aux enfants? Alors, on imagine qu'on a déjà beaucoup expliqué aux enfants depuis un an, c'est pas tout à fait nouveau, mais on connaît l'histoire de Coco le virus que vous pouvez retrouver sur enfanceetcovid.org.
Mais toi, tu te demandais, voilà, quelle était la représentation que les parents se font de cette situation. En fait, la question, c'est comment expliquer? Et c'est vrai que c'est une question que se posent tous les parents. Comment je peux expliquer ce qui se passe à mon enfant? Comment je peux lui expliquer qu'il est nécessaire, quand il est plus grand, là, si on est tout petit, il ne porte pas le masque, mais comment je peux expliquer ça aux enfants? Comment lui expliquer que là, on soit tous dans ce Facebook avec un masque sur le visage? Comment expliquer l'inexplicable? Mais en réalité, c'est une réaction d'adulte. On veut toujours expliquer. Mais finalement, il n'y a pas à expliquer quoi que ce soit. D'abord, on ne peut pas expliquer, on ne le sait pas. Les plus grands experts se perdent en conjoncture. Bref, il y a toutes sortes, on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on sait et il y a d'autres choses qu'on ne sait pas. Et avant d'expliquer, il est nécessaire de savoir de quoi les enfants ont besoin. C'est-à-dire que nous, surtout les parents occidentaux, on a cette tendance à vouloir contrôler. Et donc on se dit, je suis en charge de mes enfants et donc je dois expliquer. Et puis on est dans le verbe, on est dans la parole et on croit que les enfants ont besoin de parole tout le temps. Alors oui, ils ont besoin qu'on leur parle et en même temps, ils n'ont pas toujours besoin qu'on leur explique sans arrêt tout. Ils ont besoin qu'on leur explique lorsqu'ils demandent quelque chose, mais peut-être ils peuvent aussi élaborer. En fait, chaque fois que nous expliquons quelque chose à un enfant, surtout un tout petit, nous risquons de l'empêcher de se faire sa propre idée. Donc, un tout petit, déjà, on peut raconter à un enfant qui vient de naître. On peut raconter à un enfant de quelques mois. Là, c'est utile de lui expliquer. Ça peut paraître paradoxal, mais en fait, Françoise Dolto l'a montré, lorsque nous parlons à un tout petit nouveau-né, à un tout petit bébé, eh bien, il y a quelque chose dans notre alchimie ou dans notre rythme cérébral qui fait que, eh bien, il se tranquillise. Et donc, oui, expliquer à un nourrisson ce qu'est le Covid, ce que c'est que ce coronavirus, d'où ça vient, comment on fait, et ce qui se passe, et comment ça modifie notre monde autour de nous, rien que lui expliquer ça, ça nous calme notre propre cerveau, ça nous aide à intégrer le bébé dans le monde, dans son monde. Et ça jongle, dans la relation, ça va améliorer les choses. En revanche, un grand de 2 ans, 3 ans, il s'en fiche. Et donc, si on commence à lui expliquer des choses qui dépassent ce qu'il attend, eh bien, il va juste pas entendre et surtout, ça va pas être aidant. Donc, nous n'avons pas besoin d'expliquer, même à un enfant de 5-6 ans, avant de lui expliquer, on va d'abord lui poser la question. Qu'est-ce que tu penses de la situation? Qu'est-ce que tu ressens de cette situation? Comment tu vis ça? Qu'est-ce que tu te dis quand tu vois tous ces gens masqués? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Avant d'expliquer, écoutons. Si c'est un peu comme dans mon verre là, s'il était déjà plein, je peux rajouter de l'eau, ça va juste déborder, mais ça ne va pas véritablement changer. Si l'enfant a déjà des préconceptions, les conceptions que je vais rajouter ne vont pas permettre qu'il comprenne mieux. Il faut d'abord vider le verre. Une fois que j'ai vidé le verre, c'est-à-dire que je lui ai permis de dire tout ce qu'il a dans son cœur et dans sa tête, alors je peux le guider pour que petit à petit, il développe une meilleure connaissance. Et donc, soit il aura besoin que je rectifie 2-3 choses, soit il aura besoin simplement de chercher des informations pour comprendre mieux. Et soit je peux le laisser avec des questions. Ah bah tiens, oui, ça c'est vrai, c'est une vraie question. Peut-être comment tu vas faire pour savoir? Et on le laisse. C'est-à-dire que nous sommes les parents ou les professionnels, nous ne sommes pas responsables de donner toutes les informations aux enfants. Ce qui est important, c'est qu'eux les développent. L'important, c'est qu'ils développent leurs pensées et non pas que nous leur prémâchions les pensées.
Alors, une deuxième question. Les auditeurs nous signalent des signes d'alerte, vraiment du quotidien, sur le comportement des enfants, des troubles de la relation, des troubles alimentaires, mais aussi des difficultés à s'exprimer, des troubles du sommeil. Qu'est-ce qui, dans notre quotidien, a évolué récemment et depuis un an? Alors, on parle beaucoup de l'impact des écrans dans la vie de nos enfants, parce que quand les parents sont en télétravail, les enfants sont à la maison, c'est assez facile, hein, de donner son téléphone, d'occuper un enfant avec un écran. Et là, forcément, déjà quand on regarde la télévision et qu'un enfant est en train de prendre un repas, il n'a pas conscience de manger. Et là aussi, ça entraîne des troubles alimentaires. Donc, il y a des effets secondaires aussi à cette situation de distanciation sociale et de crise sanitaire. Comment on peut détecter ces troubles? Est-ce qu'il y a d'autres troubles? On a écrit un récent article dans le Figaro sur cette question-là, et qui est d'ailleurs sur le site enfancesetcovid.org, qui est un site ressource très actualisé sur la question de l'impact du Covid chez les enfants. Et les chercheurs s'en sont emparés, et on a aussi quelques données de recherche. Oui, tout à fait, Nathalie. En juin 2020, il y a une équipe de chercheurs, alors ce sont des Chinois, ils ont publié une étude sur les effets délétères de la pandémie sur le développement de près de 15 000 enfants. Mais là, c'était sur la pandémie SRAS de 2003. Et après, c'est vrai que du coup, on peut faire une projection et se dire que celle de 2019, peut-être, elle engendre aussi des dégâts. Et donc, ce qu'on commence à observer, ce sont, en plus de ce que tu évoques, c'est des retards de langage, des retards moteurs aussi, des ralentissements sociaux. Je pense qu'on risque d'être face aussi à une épidémie de myopie. Ce qu'on observe, c'est une réduction des courbes de poids des plus jeunes enfants. En fait, oui, c'est clair, ça a un impact sur le développement des enfants. Et c'est multifactoriel, c'est extrêmement complexe de savoir qu'est-ce qui fait quoi. Ça n'est pas le seul masque, ça n'est pas on ne peut pas accuser un élément, c'est vraiment l'ensemble de ce qui se passe, et certains facteurs sont à souligner. Donc, probablement, tous les troubles ne viennent pas de la même cause, mais surveillons, veillons plutôt sur nos enfants, et si nous constatons qu'il y a une modification du sommeil, un moins bon sommeil, des difficultés d'alimentation, la courbe de poids qui ne s'accorde pas, la courbe de croissance qui commence à poser des problèmes, si on voit que l'enfant, en fait, peut-être le meilleur critère, c'est la quantité de rire. Est-ce que l'enfant continue de rire suffisamment, ou est-ce qu'il commence à moins rire? Ça, c'est vrai que surtout pour les plus grands, c'est compliqué. Et moi-même, je me rends compte que lorsque je porte le masque, eh bien, je ris moins. Et dans cet isolement social dans lequel nous sommes, comme on voit moins les amis, on rit moins. Et le fait de moins rire, eh bien, on a moins de bonheur. Et du coup, on n'a pas les hormones de la joie, on va risquer d'avoir des hormones de stress et de ne pas pouvoir suffisamment réguler le stress. C'est-à-dire que nous avons tous un certain capital d'énergie, et il y a des différentes choses dans la vie quotidienne. Nous avons des besoins de nous adapter, et il y a particulièrement besoin de s'adapter en ce moment, puisque la situation est différente de d'habitude, même si ça fait un an et qu'on commence à s'habituer un peu. Comme je le disais, on ne s'habitue pas véritablement. Mais donc, nous avons ce capital, et chaque situation nous demande de nous adapter, adapter. Au bout d'un moment, on n'en peut plus. Et donc, soit les enfants restent dans une énergie d'adaptation avec, voilà, dans le système vagal, il y a le système ventral qui est attaque, fuite, c'est-à-dire que c'est vraiment en énergie, je suis chargée d'hormones de stress,
et j'ai besoin de bouger, donc je vais être plus agressif, ça risque d'être plus compliqué avec les parents. Même les tout petits risquent d'être plus tendus, plus nerveux, plus toc, 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 taper, mordre et compagnie. Ou alors, quand le stress est encore plus intense, eh bien, c'est le système vagal dorsal qui va prendre la charge et donc on se met en retrait. Et là, c'est plutôt la direction de la dépression. Donc, un enfant très très calme, c'est pas forcément mieux. Ça veut dire qu'il est très stressé et peut-être même encore plus et qu'il a lâché. Donc, l'état naturel d'un enfant, l'état naturel d'un humain, c'est l'interaction sociale. Ça, c'est l'état de santé. Quand je suis en capacité d'interagir avec autrui, alors je suis là en pleine santé. Si je suis en retrait, ça va plus. Et si je suis en hyper, ça va pas non plus. Et donc, comment je peux aider mon enfant à être là dans ce centre d'interaction? Mais on a la solution dans le problème, finalement, puisque ce qui est naturel, c'est l'interaction sociale. C'est ce qui montre que je suis en bonne santé. Et donc, ça signifie aussi que pour aider mon enfant à être en bonne santé, j'ai à augmenter les interactions sociales avec lui. Alors, il y a aussi le signe du jeu. Quand un enfant joue, il va bien. Et le jeu libre, est un formidable indicateur pour voir que l'enfant va bien dans sa vie. Il va, au travers du jeu, pouvoir revivre des situations complexes dans la journée, les mettre en mots. Et comme tu le disais très justement, Isabelle, s'il est encore dans le lien avec les autres et qu'il joue, plus un enfant vit des situations de stress et des situations de contrainte, parfois à l'école, en restant assis toute la journée, par exemple, plus il a besoin de jouer. Il y a une étude norvégienne qui démontre qu'il faudrait autant de temps de jeu libre que de temps de contrainte du corps à rester assis à l'école. Et ce qui rendait les choses compliquées lorsque nos enfants devaient aller à l'école. Mais quelquefois, on rajoute des contraintes à la maison quand même, hein, et on dit assieds-toi, assieds-toi, et voilà. Donc, un enfant en bonne santé, c'est un enfant qui interagit. Il interagit avec ses jouets ou avec un morceau d'arbre, voilà, dans la nature, ou il interagit avec des humains ou des animaux, mais c'est l'interaction finalement. Tout à fait, merci. Cette dimension du jeu est essentielle. Et l'activité libre et la motricité libre. Alors, il y a une crèche dans le 17e qui est une crèche à l'extérieur. J'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps, ça c'est formidable. Plus l'enfant interagit dans la nature et à l'extérieur, moins son cortisol, qui est l'hormone du stress, va envahir son cerveau, et plus il sera coopératif avec les autres. Aline Bessies, justement, oui, voilà. Toutes les crèches du 17e arrondissement, les crèches associatives et les crèches municipales ont obligatoirement des jardins, des jardins ou des extérieurs en tout cas. Ça fait partie des normes qui sont obligatoires. Bien sûr, dans les crèches privées, c'est autre chose, ce sont souvent des mini-crèches. La plupart du temps, vu le contexte foncier, il n'y a pas d'extérieur. Mais en tout cas, pour ce qui concerne nos crèches, il y a des extérieurs. En tout cas. Voilà. Et oui, c'est très important et c'est quelque chose qui est très nouveau en fait, parce que en Occident, on s'est tassé dans les villes et on n'a pas réalisé que la nature allait nous manquer. Et maintenant, la science nous montre que si nos enfants ont véritablement besoin de nature pour construire leur système immunitaire, pour construire un meilleur physique et même pour la régulation émotionnelle et même pour développer leur fonction cognitive. Donc, le contact avec la nature est essentiel. Et donc, merci. C'est vrai que j'espère qu'un jour, toutes les crèches auront un jardin, le double en extérieur que de mètres carrés intérieurs. Il me vient une question, si je puis me permettre, Isabelle. Donc, pendant le premier confinement qui a été extrêmement strict, les parents parisiens ont, je dirais, allez, j'y vais, ont
péter les plombs. C'était quand même très, très difficile avec des enfants d'être à la maison. D'ailleurs, même, on l'a vu, je veux dire, quand les crèches ont réouvert et les écoles, les parents, voilà, mon enfant, le voilà, Oui. je vous le laisse. Mais c'est tout à fait compréhensible parce que Ah les ben, parents étaient à bout. Et alors, surtout que les enfants étaient confinés avec leurs parents dans des espaces où il n'y avait pas d'extérieur, souvent à Paris. bien Qui sûr. peut a une terrasse à Paris ou un espace extérieur? Donc, ils pouvaient sortir 1 heure dans la journée. Donc ça a dû avoir des conséquences psychologiques assez importantes, j'imagine, plus ou moins suivant le contexte, mais je pense que là, je parle à des Oui, spécialistes. c'est certain que c'est extrêmement difficile et bien sûr qu'on comprend ces parents qui en plus recevaient assez peu d'aide. C'est pour cela que nous avons, avec Nathalie, tout de suite cherché à avoir une ligne téléphonique qui permette de fournir des idées aux parents sur comment faire, qu'ils puissent écouter les parents et les guider un peu, parce que il faut dire ce qui est, les parents d'aujourd'hui n'ont eu aucune formation en parentalité. Ils n'ont eu aucune formation sur comment faire avec un enfant, comment l'accompagner, comment l'aider à réguler son stress, comment écouter ses émotions, comment. On n'a pas eu cette formation. Donc, dans ce rapport des 1000 jours, oui, nous proposons vraiment un accompagnement de la parentalité pour ne pas être aussi démunis. Ceci dit, démunis ou pas démunis, la situation était réellement explosive parce que, comme vous le soulignez, un enfant n'est pas fait pour rester enfermé à l'intérieur. Un enfant doit pouvoir sortir, bouger, courir dehors au minimum 4 heures par jour. Et s'il ne peut pas le faire, il est forcément sous stress et donc ça pose des problèmes. Alors, heureusement, comme le dirait Boris Cyrulnik, il y a ces capacités de résilience et même quand c'est très difficile, ça prend sur notre énergie, mais petit à petit, on se remet en route. Par contre, pour que ça se remette en route, il y a des conditions. Donc, les conditions, c'est déjà que les parents réalisent que même s'ils ont pété les plombs, ils ont besoin de reconnaître qu'ils ont pété les plombs et dire ça je l'ai fait, j'aurais pas dû le faire, mais j'en pouvais plus, c'est ok. Mais toi, qu'est-ce que tu as ressenti quand j'ai crié? Toi, qu'est-ce que tu as ressenti? Toi, mon enfant, comment tu as vécu ça? Quand tu as vu dans quel état j'étais, comment tu l'as vécu? Aider l'enfant à sortir ce qu'il a vécu, ça va l'aider à se remettre en route, à se remettre en marche. Sinon, il risque de rester un peu pétrifié à l'intérieur ou bien en mode agressivité. Donc, d'une part, la première chose, c'est restaurer la relation. On peut jouer avec lui dehors, maintenant qu'on a le droit d'aller dehors. C'est vraiment important, restaurer la relation. Puis ensuite, on va restaurer sa capacité à bouger dehors. Et donc, voilà, on va un maximum en forêt, grimper aux arbres. Les arbres sont des amis étonnants. Et comme les branches des arbres sont à différentes distances, tout ça, ça muscle notre cerveau, etc. Ça porte notre résilience, ça oblige nos yeux à aller d'un côté de l'autre, à associer, etc. C'est extrêmement guérissant pour de multiples raisons. Je ne vais pas vous passer toutes les études qui montrent combien la nature est importante pour nos enfants, mais clairement, oui, nos enfants ont souffert forcément de ce premier confinement, plus ou moins, évidemment. Ça a été plus dur pour ceux dont les parents ont été devaient être en télétravail et donc étaient tiraillés entre je dois travailler et alors que les enfants avaient des besoins et c'était trop compliqué à gérer. Donc ça a été dur, ça a pu avoir des conséquences sur l'estime de soi des enfants, sur l'estime de soi des parents, sur la relation parent-enfant et donc tout ça est à guérir et ça se guérit et ça se soigne heureusement. Et du coup, nous pouvons même en faire une force. Comment on fait pour soigner, pour se guérir d'épreuves, de choses où ça s'est mal passé? Après, on peut quand même non seulement reprendre le cours d'une vie normale, mais utiliser ce qui s'est passé pour grandir. Alors, sur toutes les questions liées au masque et aux mesures sanitaires, je pense que vous vouliez rajouter quelque chose, Aline Bessis?
vous savez, tout le monde est au courant Oui. des mesures qui sont prises, des restrictions dans les crèches. Il y a 10 enfants par section au lieu de 20. Tout ça est très compliqué. Il y a les masques FFP2 maintenant obligatoires pour le personnel. Donc c'est tout ça, il y a énormément de normes. Là, j'ai plein de pages et j'en ai pris juste un extrait. Donc si vous voulez, bon, il y a le ratio d'encadrement, comme je vous disais, pardon, des protocoles sanitaires qui ont été mis en place, notamment sur la désinfection, le respect des gestes barrières, le lavage des mains. Les enfants sont organisés par petits groupes. Par le biais d'activités d'eau ludiques, on essaye de leur apprendre à se laver les mains et à jouer en même temps. Cette notion de jeu est essentielle. Et ces protocoles sont réajustés et mis à jour suivant les annonces, c'est quasiment au jour le jour, et les directives des ARS. Les parents, ils doivent respecter les gestes barrières, notamment la distanciation physique d'1 mètre entre eux et les professionnels. Il y a des heures précises d'arrivée et de départ de chaque famille. Elles ne peuvent pas se trouver toutes en même temps. Tout est défini. Donc, c'est une complication quand même assez... voilà, c'est très, très difficile. Dans la limite de 10 heures journalières et dans le cadre d'un échange entre le responsable et puis les parents. Et bon, comme je vous l'ai dit, donc en période de confinement, les enfants, et ça a duré, là, ça dure depuis pas mal de temps, les enfants sont accueillis par groupe de 10. Et donc, ce ratio d'encadrement aussi, normalement, il y a 3 professionnels pour 10 enfants. Et ce ratio d'encadrement doit être respecté suivant des normes réglementaires, 1 pour 5 enfants non marchands, 1 pour 8 enfants non marchands. Et on a eu énormément, bien sûr, ça c'est ce qui doit être fait, mais c'est vrai qu'on a eu énormément de problèmes d'absentéisme, de maladies dans les crèches. Il n'y avait pas, et il n'y a toujours pas assez de personnel, et ça c'est quelque chose qui est récurrent. Voilà, et là, en période de crise sanitaire, ça devient vraiment extrêmement tendu, et c'est un problème sur lequel on se penche avec Monsieur le maire. Vraiment très important. Voilà. Oui, c'est important et c'est une des leçons aussi de cette situation. C'est-à-dire que là, à cause de la situation sanitaire, effectivement, il y a davantage d'absentéisme. Ça n'empêche que ça ne fait que creuser une situation qui existait déjà, pas seulement ici, mais sur tout le territoire national. Il n'y a pas suffisamment de personnel dans le crèche et de même manière que dans les hôpitaux, on est aussi en déficit chronique de personnel. En fait, tout ce qui est le soin à la personne, l'attention à la personne, qui sont les métiers de demain. Et je pense que grâce à cette pandémie, j'espère qu'on va prendre conscience de combien sont importantes toutes ces personnes qui accompagnent les personnes âgées, les enfants, toutes les personnes démunies. Et tous ces métiers de l'accompagnement des personnes, tous ces métiers humains qui étaient tellement dévalorisés avant, j'espère qu'ils vont reprendre un petit peu de galon. Comme vous le dites, il faut valoriser, revaloriser, valoriser ces professions, avancer sur la formation. Et c'est normal, enfin c'est normal, je veux dire, cette crise a mis à jour finalement toutes ces personnes qui ont travaillé pendant la période la pire, le premier confinement, et qui continuent encore. Ils ont été vraiment les premiers à subir énormément de stress, énormément de fatigue, énormément d'angoisse. Et je pense qu'il faut vraiment réfléchir à la valorisation de tout ce personnel dont on aura de plus en plus besoin pour le troisième âge dont vous parliez, donc ces agents de vie, je dirais, pour tous les jeunes enfants, parce que ça, c'est toutes les femmes quasiment travaillent, et c'est très très important, et il faut qu'elles travaillent. Ah oui, Voilà. Et en même temps,
nous avons vraiment dans le rapport insisté sur le fait que la science aujourd'hui ne montre pas de bénéfice à ce qu'un enfant, pour l'enfant, à ce qu'un enfant soit dans une structure d'accueil avant l'âge de 1 an. Et donc, ça signifie peut-être plutôt un réaménagement. Comment on pourrait faire pour que le père, la mère et le deuxième parent puissent se partager un temps des moments où on va travailler, des moments où on peut rester au foyer pour être avec les enfants. Pas seulement garder les enfants, bien sûr, mais vraiment interagir avec les enfants, être avec eux, parce que même si on a de plus en plus besoin de professionnels dans la petite enfance, c'est pas forcément seulement parce que les mères travaillent. Et j'espère qu'un jour, on aura un monde dans lequel on pourra à la fois travailler et vivre avec ses enfants. Peut-être bien que cette situation sanitaire nous le permettra, parce que là, on a appris qu'on pouvait télétravailler. On a appris qu'on pouvait ne pas perdre tant de temps dans les embouteillages tous les jours. On a appris qu'on pouvait travailler de manière plus tranquille. On a appris qu'on pouvait travailler 2 jours par semaine, 3 jours par semaine. Bref, peut-être bien qu'on va remanier tout ça et qu'on va pouvoir choisir un autre mode, une autre société dans laquelle nos enfants auront un peu plus de place. Cette pandémie peut-être est a changé les révélatrice choses. de changement. Dans le rapport, vous pouvez accéder tout le monde peut accéder au rapport en allant sur votre barre de recherche sur Internet et en tapant rapport des 1000 premiers jours. Voilà, vous pouvez y accéder. Vous verrez les propositions qu'avec Isabelle, nous avons fait en matière de qualité d'accompagnement des professionnels de la petite enfance, les ratios, tout ce dont vous parlez, Aline Bessis, pour accompagner le développement de l'enfant au mieux. Alors, il y a encore beaucoup de questions, mais on n'a plus beaucoup de temps. On nous signale des terreurs nocturnes, des enfants qui sont vraiment en difficulté avec le masque, avec les professionnels qu'ils portent dans la journée. En fait, ça devient un repère pour nos enfants de voir des adultes masqués. On l'a dit tout à l'heure, ça s'engramme dans le cerveau. Ça veut dire que ça devient le repère de l'enfant de voir des adultes masqués. Donc, il y a des écarts sur le développement du langage en particulier. C'est le sujet précis de l'article du Figaro que nous avons inséré sur le site internet enfancesetcovid.org. Donc, vous pourrez aller le consulter. Et en effet, pour que les masques ne soient pas la norme, eh bien, c'est important que les enfants aillent interagir avec l'extérieur, soit dans la nature le plus possible, dehors dans la journée et le week-end, lâcher les écrans et aller, se confronter au réel, à la pluie, à l'herbe, à l'écorce des arbres. Isabelle parlait de beaucoup d'enfants qui ont des problèmes de vision aujourd'hui, parce que la vision lointaine n'est pas assez présente dans la semaine de l'enfant. Et pas assez de luminosité. Et pas assez de luminosité. Voilà, donc que ça ne soit pas le repère principal de l'enfant pour éviter ces écarts de développement entre les enfants qui ont plutôt des facteurs de protection et les enfants qui accusent plutôt des facteurs de risque ou qui vivent dans des conditions de vulnérabilité. Donc encore beaucoup de questions, mais une que je voudrais quand même souligner avant qu'on se sépare, puisque je sais que vous avez un petit sondage en ligne et que c'est important de prendre le temps d'y répondre, parce que ça nous donnera des indications qu'on a répondu aux points principaux. Les enfants, est-ce qu'ils vont pas mal parce que les adultes vont mal? Et est-ce qu'on peut dire un petit mot du stress qui nous envahit dans ces situations d'incertitude, quand on est en difficulté avec son boulot, quand on est en difficulté dans son couple, quand on a un petit logement, quand on est en difficulté avec nos enfants qui nous renvoient des choses difficiles? Qu'est-ce qui se passe quand le cerveau est envahi de stress? Et quelles sont les possibilités Isabelle, c'est ta spécialité, d'accueillir ces émotions, ce stress, et comment le réguler? Oui, on va d'abord le réguler
C'est vrai, merci Nathalie, c'est essentiel. Pour les enfants, entre la situation extérieure et eux, eh bien, il y a les parents. Les parents sont les filtres en quelque sorte, et c'est eux qui transmettent finalement la situation extérieure. Et on le sait de plus en plus, c'est aussi une grande partie du rapport, le stress est vraiment un agent majeur, et le stress parental impacte lourdement en fait le cerveau des enfants. En fait, les cerveaux se synchronisent. Lorsque je communique avec mon enfant, lorsque j'échange avec lui, eh bien, les neurones dans mon cerveau, les rythmes cérébraux se calent les uns sur les autres. Et donc, si je ris, je suis heureuse, je suis gaie, je chante, je danse, le cerveau de mon enfant va aussi être dans cette liberté, dans cette joie. Si je suis stressée, même si je fais semblant, c'est-à-dire je mets un sourire sur mon visage parce que je veux que mon enfant soit content, mais à l'intérieur, je suis hyper stressée, je suis tendue, alors j'ai voilà, tous mes trapèzes elles sont tout coincés, et puis je respire pas bien, et j'ai tous ces soucis dans ma tête, mais je fais quand même le sourire à mon enfant. Que je fasse ce sourire ou bien que je ne fasse pas ce sourire, en fait, le cerveau de l'enfant se cale en direct sur mon cerveau. Donc, l'urgence, elle n'est pas de gérer le stress de mon enfant, elle n'est pas d'accueillir le stress de mon enfant, c'est en premier moi. Je m'occupe de mon stress. Donc, c'est comme dans les avions, on nous dit toujours, voilà, en cas de dépressurisation, et là on est en pleine dépressurisation, on met le masque. Mais on l'a d'abord. Ça y est, il est déjà là. Le masque à oxygène. C'est vrai, ensuite tout à fait. seulement, on le L'exemple met est à son excellent. enfant. Donc, nous avons vraiment besoin de diminuer notre stress. Comment on fait? Parce que c'est vrai que la situation externe est très stressante. Il y a les gens qui ont peur de perdre leur travail. Il y a les gens qui n'ont pas beaucoup d'avenir, enfin qui perdent beaucoup d'argent en ce moment, qui ne savent pas comment ils vont finir l'année, dans quelle situation je vais être. Donc il y a toutes ces craintes. Et puis il y a la peur de la maladie. Il y a la peur de tout, quoi. De la mort. Et puis la peur de la mort, Vous mais avez la raison. peur aussi des vaccins, en fait, toutes sortes de peurs qui sont, chacun a ses propres peurs et les projette sur ceci ou cela. Il y a aussi cette ambiance avec tous ces masques. Ça impacte nos enfants, mais ça nous impacte nous aussi. On ne peut pas être naturel et dans une joie naturelle Bien sûr. en ne voyant que des masques autour de soi. Là, je me vois sur l'image, on ne voit pas toutes les expressions. Alors, je vous invite à la maison à faire un peu comme moi. Puisqu'il n'y a pas beaucoup d'expressions du visage, eh bien, faisons les expressions avec les mains, avec le corps. Tout parle à l'intérieur de nous, et c'est important qu'on libère davantage. Ça nous permet aussi de libérer le stress. Mais donc, concrètement, comment je fais quand je suis hyper stressée et que j'ai plein de trucs dans la tête? Je bois plus d'eau. Je respire. Comment on respire? Alors là, je vais vous surprendre. Parce que une bonne façon d'avoir plus d'oxygène dans notre cerveau, eh ben, c'est de mettre un masque. Un masque comme celui-ci ou de se boucher le nez. En fait, c'est le gaz carbonique qui va permettre, le gaz carbonique se fixe sur les hématies, les globules rouges dans notre sang, et ça circule, et dans le cerveau, il faut qu'il y ait du gaz carbonique pour que les molécules d'oxygène puissent aller sauter jusque dans les cellules. Donc, plus j'ai de gaz carbonique, alors pas trop de gaz carbonique évidemment, hein, donc trop c'est trop, mais suffisamment, nous avons besoin de suffisamment de CO2 pour pouvoir permettre à l'oxygène d'oxygéner nos cellules. Donc, on respire, mais on ne respire pas, ça sert à rien. Quand on nous dit qu'il faut respirer pour calmer le stress, il s'agit d'abord, on se bouche le nez et on calcule combien de temps on va rester comme ça. Et quelqu'un en bonne santé peut rester 40 secondes.
avec le nez bouché. Si je ne reste pas 40 secondes avec le nez bouché, si je reste moins de 20 secondes, ça veut dire que j'ai vraiment un niveau de stress beaucoup trop élevé. Du coup, eh bien, je vais réapprendre tranquillement à respirer en respirant par le nez toujours. On ferme la bouche. Ça, c'est aussi un outil très important pour nos enfants. Plus de 40% des enfants d'aujourd'hui sont la bouche ouverte presque toute la journée et respirent par la bouche. Avec ça, du coup, ils ont beaucoup de mal à supporter le masque. Mais c'est vraiment important pour nous aussi. Je respire par le nez, je respire lentement, profondément, jusque dans mon sacrum et dans l'arrière du dos. Une autre chose qu'on peut faire, c'est aussi danser, bouger. Bouger, c'est utile pour nos enfants, mais on a besoin. Et comme le disait Nathalie, c'est le mouvement libre. Dans la danse, c'est vraiment le mouvement libre. On met un peu de musique et toute la famille, on danse. Et donc, un des meilleurs moyens de libérer le stress, ça n'est pas de réfléchir en se disant comment je vais faire, non, c'est voilà, on danse, on se fait des câlins, on redanse, on refait un moment de musique, on chante, on respire, on boit de l'eau et on dort bien. Ça, c'est un problème, les cauchemars. Si un enfant fait des cauchemars, on peut lui proposer de faire des dessins de ce qui lui fait souci dans son cœur. Et donc, on lui fait dessiner, même s'il a 1 an, 2 ans, on lui donne un petit papier. Hop, mais il ne fait pas des cauchemars encore, c'est si jeune. Mais terreur nocturne, ça peut. Les terreurs nocturnes, alors une terreur nocturne, c'est pas comme un cauchemar, mais ça montre quand même, c'est augmenté par le stress, par le niveau de stress. Donc ça veut dire qu'il y a trop de stress dans la maison. Donc je me débrouille petit à petit pour diminuer le stress. Mais c'est vraiment le stress en tant que tel que nous avons besoin de diminuer. Donc malheureusement, les facteurs de stress sont présents à l'extérieur. On ne peut pas agir sur ces facteurs de stress, on ne peut agir que sur l'intérieur de nous. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour développer mes capacités de résilience, pour que mon nerf vague soit souple et non pas se coince, soit en attaque, soit en retrait, que je sois dans ce mode d'interaction. Et donc, le mieux, c'est de jouer. Jouer aussi ensemble, jouer aussi avec les plus grands, jouer, rire. Même avec un masque, d'ailleurs, on peut rire. Et on rit moins, On c'est voit vrai. les sourires, on voit On avec voit les, les sourires. les yeux quand même. Oui, On peut faire la méditation du rire tous ensemble. Et donc, tous les soirs, voilà quelque chose qu'on peut faire en famille. On décide de rire pendant quelques minutes. Et donc, on n'a pas besoin de quelque chose de drôle ou de se raconter des histoires drôles. Il suffit qu'il y en a un qui commence à rigoler. Et petit à petit, ça continue comme ça. Et voilà, ça aide. Le rire détend le diaphragme et vraiment nous libère du stress. On a aussi besoin de laisser tomber l'accessoire pour se concentrer sur l'essentiel. Il y a peut-être des choses, comme tu le disais tout à l'heure, on s'oblige, on a des contraintes, on veut absolument tout bien faire, que le ménage soit impeccable tous les jours, etc. Et ben peut-être qu'on va privilégier un peu, peut-être que le Covid nous dit ça aussi, hein, c'est de privilégier la qualité de la relation, parce que finalement, c'est ça qui fait grandir nos enfants. Tu parlais du stress, Isabelle, et le stress, c'est important de bien préciser qu'il est très délétère pour le développement du cerveau des tout petits. Plus on est petit, plus le stress va empêcher les connexions neuronales de se faire. Et si ça empêche les connexions neuronales de se faire, eh bien les apprentissages seront plus compliqués par la suite. Donc, se réguler notre propre stress et nos émotions, nous occuper de nous pour faire du bien à nos enfants. Et puisqu'on est en miroir, hein, tu dis on est synchrone, les enfants et leurs parents, eh bien on va essayer de se faire du bien à nous aussi à l'extérieur, d'aller jouer, tiens, dans la nature. Ben, c'est ce qu'on va faire là maintenant. On fait ça, Aline. Voilà, maintenant. on va faire ça puisque on va sortir dans le je crois jardin. qu'on arrive à la fin. On arrive à la fin. Et je sais qu'il y a beaucoup de questions. Peut-être que il y en a encore. On recommencera une session d'ici quelques temps. Avec plaisir. Voilà. Et en tout cas, je voulais tous vous remercier spécifiquement Nathalie et Isabelle parce que voilà, c'était vraiment intéressant et puis surtout, ça nous a donné des clés concrètes pour pouvoir être moins stressé en famille, pour pouvoir retrouver le sens
du rire, du jeu, le sens d'être tous ensemble. Et je crois que c'est très, très important en ce moment de se retrouver ensemble. Cette résilience dont vous parliez et dont parle tant Boris Cyrulnik, je crois que c'est très, très important. Et je crois que les enfants ont cette capacité extraordinaire naturel. de résilience naturelle. Vraiment, voilà. Les enfants, c'est un matériau merveilleux. Ce sont des êtres merveilleux. Et donc, mais la résilience a besoin d'un pilier pour se absolument. construire. Et donc, parce que quelquefois, on se dit, oh, bah, de toute façon, les enfants, c'est résistant, Ah ils non, vont non, bien s'en non, sortir. non. Voilà, il y a Tout à besoin fait. vraiment que nous soyons là pour eux. Absolument. On va être là pour eux. On est là pour eux. Et je suis certaine que tous les parents qui nous écoutent sont là pour leurs enfants et ont envie de bien faire, de faire pour le mieux pour leurs enfants. Et voilà, on espère que ce soir, on vous a donné quelques clés pour avancer ensemble. Et voilà, mieux nous aimer, peut-être. On vous dit bonsoir. Merci de nous avoir suivis et puis voilà, à bientôt sur Facebook ou ailleurs. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Merci.